Mesdames, Messieurs, j'ouvre cette séance du Conseil municipal dans des conditions un peu complexes et surtout liées au Covid-19. Donc, je remercie bien sûr tous les élus, mais avant, ils me comprendront quand je dis que je remercie les techniciens des services de la mairie qui ont mis en place ici de quoi travailler dans les meilleures conditions. Donc, le micro sera désactivé et la parole sera donnée aux uns aux autres. Pour l'appel, je vais désactiver le micro. On a une commande ici pour pas que tout le monde parle en même temps, mais effectivement, la parole est donnée à chacun. J'ai devant moi un écran où j'ai 25 visages qui s'affichent. Donc, de temps en temps, à la fin, et pendant que la première intervenante prendra la parole pour poser des questions après le rapporteur, je fais un aller-retour sur les écrans et rester la main suffisamment longtemps que je puisse prendre les noms des personnes qui veulent intervenir. Donc, je vais commencer donc par l'appel. Alexandre Joly présent. Bernard Duclos. C'est un test, il faut débrancher le micro, Bernard. Vas-y, présent, vas-y, parle. On a branché le micro, pardon. Présent. Fleurus Terrols. Présente. Patrick Cadieux. Présent. Ingrid Cavret. Présente. Oui, je n'ai pas précisé, mais il est bien évident qu'on ne met pas les photos et que ce doit être les vrais visages des personnes qui doivent apparaître à l'écran. Grégory Leclerc. Présent. Paul Dang. Présente. Christophe Goutte. Présent. Marie-Michel Hamon. Présente. Jean-François Sion. Présent. François Hurtel. Voilà. Alexandrine Ferrand. Présente. André Saudemont. Présent. Marie-France Breguet. Voilà. Jean-Pierre Garnier. Présent. Il faudrait qu'on appelle demain ceux qui ne sont pas là pour voir si c'est juste. Il est là. Qui? Monsieur Hurtel est là. Monsieur Hurtel est là. J'ai mis son micro. Vous mettez le micro de Monsieur Hurtel. Et Madame Breguet aussi. Hurtel, faut qu'il dise présent. François. François? Non, il n'a pas activé son micro. François Hurtel. Je lui demande de répéter. On voit l'image, mais Présent. Présent. Madame Breguet nous a rejoint. Madame Breguet, il faut dire présent. Allez-y. Présente. Très bien. Ça marche? Oui, quand vous mettez le micro, ça marche en temps ordinaire. Après, on éteint le micro. Je le. Freddy Bailly. Et son micro est Freddy Bailly. Freddy Bailly, le micro est fermé. Je la vois à l'image. C'est Galaxy A6 Plus. Si assis. Ok, merci. Madame Bailly, on ne vous a pas entendu. Présente? Merci. Madame Martine Navé-Cunha. Je ne l'ai pas vue. Non. Monique Dufourny. Elle est là. Présente. Vous avez dans le coin un petit micro avec une barre. Oui. Ah, Là, je d'accord. suis présente, c'est bon. Oui, mais il faut refermer le micro après. J'ai une habitude de prendre là, après. Voilà, dès que c'est fait, merci. Alain Moyon. Présent. Présent. J'ai entendu. Jean-Patrick Wurst. Je ne le vois pas. Chantal Dufaux.
Présente. J'ai bien entendu. Merci, Omar. Romuald Ruiz a donné pouvoir à Monsieur Garnier. Monsieur Cédric Collet. Oui, bonsoir, Cédric. présent. Oui, présent, oui. Laurence Madès. Présente. Laurence Lamblin. Présente. Stéphanie Gomez. Présente. Anne-Sophie Coutier. Présente. Jean-François Mourtou. Anne-Sophie Jacques. Présente. Romain Bertrand. Présent. Julien Vialard. Jacques Raymond. Présent. Eliane Bosselard a donné pouvoir à Madame Bellala. Monsieur Vodka n'est pas là. Monsieur Giroud n'est pas là. Madame Bellala, je l'ai vue. Madame Bellala, Présente. merci. Monsieur Guillaume Hugo, Présent. Madame Annick Poux, Présente. merci beaucoup. Secrétaire de séance, il est proposé de désigner Monsieur Jacques Grimont. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Si, entre-temps, je terminerai en disant je n'en vois pas, si quelqu'un veut s'exprimer, en m'excusant pour ceux qui le regardent en direct, c'est vrai que c'est la première fois qu'on travaille de cette façon et qu'il faut un petit temps d'adaptation et qu'il y a du formalisme. Je dois, dans les cas d'abstention, pour ceux qui viennent nous rejoindre, dans les cas d'abstention de vote contre, avoir le nom des personnes pour faire le compte-rendu. Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 26 février 2020. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Monica Bellala, contre. Guillaume Hugo, contre. Annick Poux, contre. Ok. Et avec le pouvoir de la personne que vous avez qui est contre aussi, je suppose, Madame Bellala. Oui, je vous confirme. D'accord. Relevé des décisions prises par le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous avons des questions. En fait, oui, donc Madame Bellala, oui, je voudrais, s'il vous plaît, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous préciser les projets concernés par les demandes de subvention au point 20089, 20093, ce sont des demandes auprès de la Caisse d'allocation familiale. Il y a la 20-100 aussi, c'est une demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines. Et enfin, la 20-101, c'est une demande auprès de la SACEM. Je vous remercie. Ce sont les subventions, les demandes de subventions. Alors, la Caisse d'allocation familiale a lancé pour l'année 2020 un appel à projet dans lequel on a répondu. Et c'est normalement pour renforcer les équipes d'animation par le recrutement de 2 éducateurs spécialisés en handicap dans le cadre du projet Amélioration de l'accompagnement des enfants en situation de handicap accueillis dans les ALSH. Voilà, et donc il peut y avoir des financements jusqu'à 80% du coût de ces recrutements. C'est la raison pour laquelle on a fait cette demande de subvention. L'autre qui est Fonds public territoire, c'est un certain nombre d'appels à projets, donc toujours dans ce cadre. L'appel à projet, on a soumis donc des actions qui sont menées pour essayer d'avoir des subventions, l'accueil des enfants en situation de handicap, accès des familles fragiles au mode d'accueil petite enfance, engagement des enfants et participation des enfants et des jeunes, maintien et développement des équipements et services dans les territoires spécifiques, soutien des établissements d'accueil, etc., etc. Donc là, c'est un projet de résidence de la compagnie Winter Story et je vais te demander le parcours de spectateurs à destination des scolaires. Peut-être que M. Wood peut s'exprimer sur ce sujet. C'est lui qui a le dossier. Parlez, M. Wood.
activé. On parle de la SACEM, du dernier de la SACEM. Il y a des possibilités désormais d'avoir des subsides de la part de la SACEM sur des actions liées à la musique, bien entendu. Et c'est la prochaine résidence d'un musicien qui se tiendra la saison prochaine, qui est susceptible de recevoir ces subsides. Ok, c'est un montant de 3 000 € en ce qui concerne la SACEM et la dernière demande de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre du dispositif Parcours et résidence d'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est pareil, le projet de résidence de la compagnie Winter Story qui a déjà été nominé. Il y a peut-être une possibilité d'avoir une subvention. Comme à l'accoutumée, on fait toutes les demandes de subvention possibles et imaginables. D'autres questions? Madame Bellard? Non, pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. D'accord. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres moi interventions? j'ai une question. Qui me parle? Qui me parle? Quelqu'un dit qu'il avait une question? Qui me parle? Madame Poux, mais son micro n'est pas branché. Ah, je l'ai éteint. Ça y est. Donc, j'ai une question concernant les prestations spectacles qui ont été annulées du fait de la situation actuelle. Je suppose, vous avez réussi à en reporter quelques-uns sur l'année 2021, malgré les problèmes de logistique que ça peut poser. Je voudrais savoir si en ce cas de force majeure, il y a malgré tout des incidences financières pour la ville. Merci. Oui. Alors, Monsieur Viala et Monsieur Ruiz viennent de nous rejoindre. Je leur donnerai la parole tout à l'heure pour qu'ils se disent présents et que tout le monde entende. La question donc portait sur… excusez-moi, on me passait un papier en même temps. C'était… Bon, je reprends. Je voulais savoir si en ce cas de force majeure, il y avait des incidences financières à l'annulation de prestations et de spectacles qui ont fait l'objet d'un contrat, puisque nous constatons dans les décisions qu'il y en a eu un certain nombre. Vous avez pu en reporter quelques-uns. Malgré tout, beaucoup ont été annulés. Est-ce qu'il y a des incidences financières pour la ville à… On négocie en ce moment tous les reports. Ces gens ont besoin de travailler et pas question de se trouver. Et d'un autre côté, effectivement, une prestation avec toute la partie technique et artistique, pour engager de l'argent public, le service doit être fait. Donc, on négocie, ça se passe plutôt bien avec, je ne vous le cache pas, une inquiétude de tout à chacun parce que même le fait de reporter, on ne sait pas quelle est l'évolution, même si on a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais la réalité, c'est que à quel moment, vous vous en doutez, par exemple, Elodie Poux, si la salle était pleine, le cachet, si elle joue, ne va pas baisser, mais si on nous dit des salles de 100 personnes, il risque d'y avoir débat juridique peut-être. En tout cas, je pense qu'on a tout intérêt, les collectivités locales et les artistes, à trouver un terrain d'entente qui soit acceptable par tout le monde. Maintenant, ça me permettra de répondre à une autre question. Quelles sont les conséquences financières pour la collectivité de ces reports, de ces arrêts, des achats de masques, etc., en dehors des frais de personnel qui, de toute façon, auraient été nécessaires. Donc, c'est des services qui sont pour certains reportés, mais c'est aussi beaucoup de personnes qui travaillent en ce moment et de façon très tendue et très active pour nous aider dans cette période difficile. On peut considérer qu'on est à peu près, je dis bien à parler, les frais de personnel à peu près à 1 million d'euros sur l'année, qui sera tout à fait acceptable, sachant qu'il y a des glissements notamment de 2 mois sur tout ce qui est partie investissement. Donc, il n'y aura pas de problème immédiat et les projets, pour l'instant, qui font partie du plan pluriannuel ou qui ont été votés, prendront du retard, c'est certain, de quelques mois, mais ne sont pas abandonnés
et pourront se faire sans qu'il y ait aucune augmentation de la pression fiscale en ce qui concerne la ville. Je vous remercie. Je vous en prie. D'autres demandes d'intervention? Ok, écoutez, je vais passer à l'ordre du jour. Là encore, je m'excuse auprès des personnes qui regardent ça en direct, mais je suis obligé, comme par rapport au nombre d'images et à la façon dont on travaille, quand on fait une visioconférence avec 5-6, on voit tout le monde, mais là, ce n'est pas forcément le cas. Et en même temps, c'est vrai que sur ces formats timbre-poste, si quelqu'un veut parler, je ne peux pas me permettre sur un conseil municipal qui est quelque chose d'officiel dans l'administration communale, de couper la parole, ou quelqu'un puisse dire qu'on ne lui ait pas laissé la parole. Alors, dans les décisions prises, alors c'est quelque chose de nouveau, dans la liste des décisions prises en application du régime exceptionnel de délégation de plein droit en période d'urgence sanitaire, j'ai engagé la ville, il n'y aura pas de vote, mais je dois en faire part au conseil municipal, j'ai engagé 1 000 € pour le secours populaire. C'est vrai que la question qui a été posée par Madame Bellala, notamment pour faire un état des lieux, qui m'a, merci de m'avoir répondu aujourd'hui, hein, qui disait que les éléments qui étaient assez nombreux, elle les connaissait par un biais ou par d'autres, ou par sa connaissance des associations. Mais en ce qui concerne le CCAS, il n'y a pas eu de demande qui nécessitait de réunir le CCAS. Néanmoins, là, début juin, on va faire en visioconférence une réunion avec le CCAS, sachant que je crois que c'est Madame Pou, mais peu importe, hein, je réponds. J'ai donc fait une réunion pour faire un état des lieux social de la collectivité avec tous les acteurs qui ont pris leur part et notamment qui nous ont aidés justement parce que les conditions l'exigeaient. Donc, je veux parler de la Croix-Rouge, du Secours populaire et de l'Escale, notamment pour être sûr qu'il n'y avait pas de trou dans la raquette, sachant, et je remercie une nouvelle fois tous ceux qui, en voisinage immédiat, ont fait preuve de solidarité, mais la collectivité, elle, a pris le relais. Et lors de cette réunion, on s'est aperçu que dans l'immédiat, il n'y a pas de demande des autres associations, puisque par des aides de différentes personnes, la collectivité, mais aussi d'autres personnes, y compris des commerces alimentaires, leur ont permis effectivement de répondre aux besoins. Seul le Secours populaire pensait être un peu juste et donc m'a demandé 1 000 €, ce qui est à la fois relativement peu dans un budget communal pour une action qui, elle, est très importante. En tout cas, voilà, c'était fait. Donc, je voulais vous en donner l'information. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Madame Poux? Oui, Madame Poux. C'est en effet moi qui vous ai posé ces questions. J'aurais voulu savoir, quand vous parlez d'aide aux autres associations comme l'épicerie sociale ou la Croix-Rouge, quel est ce type d'aide, puisque ce sont des associations qui fournissent une aide alimentaire. Quelle aide la collectivité leur accorde-t-elle? D'abord, il y a les locaux. Hein. Si vous ne connaissez pas les locaux de l'Escale, je vous invite à y aller. Et sa présidente a eu l'amabilité encore il y a peu de temps quand elle est venue. Je la connais, oui. En mairie. Oui, moi aussi. Elle a eu l'amabilité de dire que c'était exemplaire par rapport à ce qui se faisait dans d'autres villes en système d'accueil, puisqu'il y a y compris des vitrines réfrigérées, il y a de quoi, j'allais dire, garantir la chaîne du froid dans certains cas quand c'est nécessaire. Enfin, c'est un bel équipement. Donc, c'est bien une aide de la collectivité qui est importante, plus pour toutes les associations, les subventions dont vous connaissez et qui sont données régulièrement. Et puis là, dans le cas de cette pandémie,
heureusement que la ville a pu se débrouiller pour avoir ou avait en stock des masques, du gel hydroalcoolique, tout le matériel qui permettait de protéger les personnes de la vie associative, mais également toutes les personnes qui venaient. Et c'est pour ça que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Et donc, au fur et à mesure, on a aidé parce que ces associations rendent un service qu'on ne saurait faire. Hein, je crois que c'est la différence entre faire un coup et faire une action. Et l'action sociale qui est menée par ces partenaires, pourquoi elle est importante? C'est parce qu'on n'en fait pas juste une livraison un jour d'aide alimentaire, mais ce sont les personnes qui suivent et il y a des échanges. Quand il y a un problème particulier, qui n'osent pas venir en mairie, que ces services nous donnent l'information qu'il est nécessaire d'interpeller une assistante sociale. Enfin, il y a un travail qui se fait entre tout le monde, ou la Croix-Rouge et l'épicerie sociale, le Secours populaire. J'appellerai dans les jours qui viennent aussi le Secours catholique pour qu'effectivement tout le spectre soit… Mais ce sont des gens qui savent et qui nous permettent d'aider en transversal et ce n'est pas juste one shot. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour cette aide de 1 000 € et j'espère avoir répondu à votre question, madame. Oui, oui, tout à fait. Nous nous en félicitons avec vous. Je m'en doutais. Je passe au premier point. Organisation des séances dématérialisées du conseil municipal pendant la durée de l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie Covid-19. Donc, ça rappelle simplement le dispositif qui est mis en place avec des rappels formels en ce qui concerne les personnes et la façon de s'exprimer qui a été rappelé. Le président énonce le numéro de rapport et son titre. Donc, le titre, je l'ai donné. Là, c'est le point numéro 1. Et puis, chacun active son micro s'il le souhaite. Donc, on doit prendre acte des élus qui souhaitent prendre part au débat. Les opérations de vote ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. C'est la raison pour laquelle on demande les noms de ceux qui s'abstiennent ou qui sont contre, puisque la majorité, en général, s'exprime de façon positive. Donc, c'est simplement la partie qui n'est pas visible ou le plus simple et qui, effectivement, est adoptée. Donc, et puis, à la fin, il y aura la clôture de la séance qui se fera comme doit être fait une clôture de séance. Je dois quand même dire qu'en cas d'incident, je remercie les services qui sont là et qui sont en veille pour que ça se passe du mieux possible. En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-dessus. Si il y avait une rupture, eh bien, écoutez, on reprendrait après, soyez patients. Si c'était un problème plus général, on téléphonerait aux uns aux autres pour leur permettre d'aller se coucher. Le point numéro… pardon, je vais le faire voter. Je dois le faire voter, ce point numéro 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on est en train de faire en réalité? Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Pour, à l'unanimité? D'accord. Quand je dis pour à l'unanimité, ça permet aux personnes qui sont contre de reprendre la main et de dire non, j'ai une objection. Hein. Sinon, c'est réputé comme ça. Alors. Délégation de plein droit du conseil municipal au maire pendant la durée de l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie du virus Covid-19. Monsieur Duclos. Monsieur Duclos, on libère la parole de monsieur. 2020 permet au maire d'exercer de plein droit la quasi-totalité des attributions que le conseil municipal peut lui déléguer par délibération, à l'exception des emprunts. Il est également délégué de plein droit au maire
l'attribution des subventions aux associations et le pouvoir de garantir les emprunts sans habilitation préalable de l'organe délibérant. Les délégations de plein droit au maire sont soumises au contrôle du conseil municipal qui est informé au fur et à mesure des décisions prises par le maire. Pour votre parfaite information, Monsieur le maire a déjà pris une décision sur ce fondement le 11 mai dernier, versement d'une subvention exceptionnelle au secours populaire de 1 000 €. Cette décision a immédiatement été notifiée à tous les conseillers municipaux, comme l'exige l'ordonnance du 1er avril. Par ailleurs, le conseil municipal peut modifier ou mettre un terme à tout ou partie de ces délégations. Cette question de la réforme des délégations de plein droit doit figurer à l'ordre du jour de la première séance du conseil suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'approuver toutes les délégations de plein droit accordées au maire pendant la durée de l'état d'urgence afin de permettre une prise de décision rapide. Je n'entends pas. Alexandre, ton micro est coupé. Oui, j'avais voulu montrer l'exemple en coupant mon micro, mais c'est une mauvaise idée pour reprendre la parole. Je voulais simplement vous dire que effectivement, c'est quelque chose qui n'engage pas au-delà ou du moins qui est dans des limites raisonnables, puisque le budget a été voté et que de plus, toutes les aides aux associations, que les associations aident, ont besoin de préparer la relance dès que ça leur sera permis. Et donc, la plupart des subventions, par exemple, c'est les subventions qui ont été votées. Et quand je fais un acte différent, je dois aussi en avertir après le conseil municipal. Donc, je vous propose de voter ce point. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Madame Bellala. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Oui, quelques remarques sur cette délibération qui s'inscrit dans un cadre bien sûr légal, hein, puisque ça s'inscrit dans le décret du 1er avril 2020. Mais en fait, on a plusieurs remarques. Tout d'abord, c'est une délibération qui est étonnante en fait dans son contenu, parce que justement, ce soir, on a la possibilité de se réunir virtuellement, bien sûr, mais on peut se réunir et vous pouvez donc nous faire voter des délibérations qui seraient relatives aux délégations que vous nous demandez de vous attribuer. On est aussi dans une situation particulière, puisqu'en attendant le second tour, qui a été annulé bien sûr, Monsieur le maire, votre mandat a été prolongé et vous avez tous les pouvoirs, il me semble, pour mener à bien les missions, les affaires, pour gérer les affaires courantes de la commune. Peut-être qu'on aurait pu plutôt discuter au cas par cas des dossiers qui demandent à ce qu'on vous attribue des pouvoirs exceptionnels. D'ailleurs, je note que dans le cadre de cette délibération, finalement, il n'y a qu'une seule décision qui est en lien, c'est l'attribution de la subvention. Donc, ça veut dire que finalement, vous nous demandez des pouvoirs que pour le moment, vous n'avez, sauf erreur de ma part, pas eu encore besoin d'utiliser. Et voilà, donc je pense que ça aurait été une discussion intéressante, ça aurait été de savoir au cas par cas, en fait, les dossiers à venir qui nécessiteraient qu'on vous donne davantage de pouvoir. Et encore une fois, on ne comprend pas. Enfin, moi, le décret du 1er avril, je l'avais compris comment dire, un moyen d'assurer justement la gestion des affaires courantes, puisqu'on partait du principe que les assemblées délibérantes ne pouvaient pas se réunir. Et, de toute façon, ça nous était strictement interdit. Dans le cadre de la crise sanitaire, il était strictement interdit de réunir des conseils municipaux. Or, aujourd'hui, on peut travailler, d'ailleurs, vous avez déjà fait des commissions municipales, on peut travailler de façon virtuelle. En fait, on ne comprend pas bien le contexte politique et administratif de cette délibération. Je vous remercie. Oui, enfin, je crois que vous n'avez peut-être pas lu l'ensemble, je veux bien, mais lorsqu'il y a délivrance, reprise des concessions dans les cimetières, toutes ces questions, je veux bien qu'on fasse une réunion à chaque fois,
mais ça me semble quand même un petit peu particulier. Maintenant, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui engageait la collectivité de façon un peu plus importante, j'avais pris l'habitude de vous appeler même quand il n'y avait pas de conseil municipal. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ça permet de travailler, que les journées et avec les services ici sont particulièrement tendus et que effectivement, je peux à chaque fois et tous les jours appeler tout le monde, mais ça me semble compliqué. Et que ce qui est demandé, on a l'impression que c'est un régime de dictateur, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est simplement pour faciliter le travail. Et je n'engagerai pas la ville sur des budgets, un, qu'on n'a pas, et deux, s'il y avait quelque chose de particulier, bien effectivement, j'appellerai l'opposition comme je l'ai toujours fait. Donc, c'est aussi une preuve de confiance et c'est porter l'anathème sur un conseil municipal qui, quel que soit le conseil municipal, je trouve ça un peu surprenant. Néanmoins, je voudrais vous rassurer surtout et vous dire que dans le cas où effectivement il y a quelque chose en dehors du quotidien, eh bien, j'interpellerai en particulier l'opposition. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais déjà en temps ordinaire, même quand il y avait des conseils municipaux ordinaires. Parce que vous parlez de la visioconférence en disant, ben voilà, on peut le faire. Est-ce que vous savez le nombre de visioconférences que je fais dans la semaine avec les commerçants du marché, avec les commerçants, avec le conseil départemental, donc il y a effectivement une charge de travail. Et en ce qui concerne le mandat de maire, je suis désolé, je regrette moi déjà qu'il y ait eu, et là vous me forcez une prise de position politique, qu'au moment où on savait que le Covid-19 allait certainement interdire le deuxième tour, qu'on ait fait le premier tour. Et ce n'est pas la première fois dans cet état de droit qu'on reporte les élections de 2-3 mois. En tout cas, là où je suis un peu étonné, c'est que vous remettiez en cause la légitimité d'un vote. Vous savez très bien que ce qui est fait et ce qui est voté par le peuple ne peut être fait que par le peuple. Donc, attendons ce qui sera décidé. Ce n'est pas l'objet de ce soir. Je ne souhaite pas que ce soit l'objet de ce soir, mais la légitimité est acquise. Et en tout cas, c'est bien qu'une équipe, y compris avec une opposition d'expérience, puisse continuer à travailler dans un cadre qui est complètement inhabituel. Et c'est bien qu'il y ait cette expérience et même qu'il y ait ce débat que vous venez de provoquer. Donc, je vous demande de faire confiance, d'autant que la plupart du temps, les dossiers sont travaillés par les services. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'on ait pu avoir le moindre doute sur l'honnêteté du maire. Ou alors, il faut me le dire. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, Madame Bellala. Non, juste, évidemment, on ne va pas débattre ce soir de la façon dont le gouvernement a géré la crise sanitaire. Je partage totalement ce que vous venez de dire sur le fait qu'on ait maintenu le premier tour alors que c'était dans les tuyaux qu'on allait confiner, hein, donc voilà, et que quelques jours avant, le président de la République, il me semble, nous encourageait à continuer à avoir une vie normale. On ne va pas revenir là-dessus, on aura peut-être l'occasion de faire un débat de fond sur le sujet. Quant au décret du 1er avril, vous avez raison, ce sont les représentants du peuple qui l'ont adopté. Pour autant, ça ne m'engage, en tout cas moi, ça ne m'engage pas pour être forcément d'accord sur tout ce qui a été décidé. Voilà, il y a des choses dans la gestion de la crise sanitaire que je ne cautionne pas du tout, fut-elle l'expression du vote de nos parlementaires. Je vous remercie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Abstention, Madame Bellala. Guillaume Hugo, abstention. Annick Poux, abstention. Abstention avec le pouvoir. Ok. Délégation du conseil municipal en matière d'emprunt, Monsieur Siro. Bonjour, oui, c'est le pendant de la délégation précédente, puisque la délégation précédente ne permettait pas de faire une délégation en matière d'emprunt. Et donc, la délégation qui est proposée, c'est de rajouter aussi au maire la possibilité de faire en matière d'emprunt. Les demandes d'intervention? Oui.
Oui, non, juste une rapide explication de vote. En fait, nous ne voterons pas cette délibération puisqu'elle s'inscrit comment dire, dans l'approbation de points financiers que nous ne votons pas. Nous ne votons pas le budget, nous ne votons pas les emprunts, les investissements. Donc, nous ne voterons pas cette délibération. Je vous remercie. Vous ne prenez pas part au vote? On ne votera pas pour, on votera contre. Ah oui, d'accord. OK. D'accord. Donc, eh bien, écoutez, nous allons passer au vote puisqu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Donc, qui est contre? Madame Bellala, contre. Guillaume Hugo, contre. Annick Poux, contre. 4 voix contre, puisque je rappelle, il y a un pouvoir. Révision du tableau des effectifs, Madame Ferrand. Oui, bonsoir. Alors, il est proposé de créer donc un poste d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet suite à l'accroissement du temps de travail d'un professeur de musique du conservatoire et en prévision du futur recrutement d'agents, un poste d'auxiliaire de puériculture principal et 4 postes d'animateur. Voilà. Est-ce qu'il y a, c'est de la gestion courante, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Versement d'une prime exceptionnelle pour l'année 2020, Madame Ferrand. Oui, alors vous savez, depuis le 16 mars 2020, les agents de la ville de Houille sont confrontés à un état d'urgence sanitaire suite à l'épidémie du coronavirus. Ils doivent assurer la continuité des services publics essentiels de la collectivité. Le président de la République a souhaité le versement d'une prime exceptionnelle pour pouvoir accompagner financièrement une reconnaissance à l'ensemble des fonctionnaires les plus mobilisés. C'est pourquoi il vous est proposé de verser cette prime aux agents qui ont accompli leur mission en présentiel et qui ont été particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence. Le montant maximal de cette prime est de 1 000 € par agent. Elle sera modulable en fonction de la durée d'implication de l'agent et elle sera exonérée d'impôts et de cotisations sociales selon la disposition prévue dans la loi du 25 avril 2020 de finances rectificatives. Un décret fixera les modalités de versement de cette prime exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Madame Bellala. Juste, nous voulons bien sûr nous associer à cette initiative de verser une prime aux agents et puis souligner le travail exceptionnel qu'ils font. D'ailleurs, certains, voilà, évidemment, en mettant leur santé en jeu et celle de leurs proches. Donc voilà, je voudrais remercier, souligner le travail que font l'ensemble des agents de la commune et bien sûr l'ensemble des élus de la majorité également. Je vous remercie. Vous avez bien raison de le faire. Merci. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devrait obtenir l'unanimité, à mon avis. En tout cas, votons. Qui est contre? Abstention? Unanimité. Merci pour eux. Exonération temporaire des abonnements mensuels du marché de Houille dans le cadre de l'aide aux activités économiques. Rapporteur, Monsieur Garnier. Oui, bonsoir. Face à la crise sanitaire exceptionnelle que traverse la France, la décision de fermer le marché de Houille dès le 17 mars 2020 a été prise afin de limiter au maximum la propagation du virus Covid-19 sur le territoire. Depuis le début de cette crise sans précédent, la municipalité a fait le choix de ne pas faire supporter financièrement les conséquences de cette situation sur les administrés et les acteurs de notre vie économique, dont les commerçants du marché font pleinement partie. Au regard de la crise sanitaire et économique que nous traversons et à sa durabilité, la commune souhaite apporter son soutien au tissu économique local. À cette fin, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'exonérer les commerçants abonnés du marché de Houille du versement de leur abonnement mensuel pour une durée de 3 mois à compter du 1er mars 2020. Si l'attractivité du marché s'avère fortement perturbée suite à cette crise, les membres de l'Assemblée délibérante autorisent Monsieur le maire à renouveler l'exonération des abonnements dus par les commerçants pour une durée supplémentaire ne pouvant excéder 3 mois.
Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Annick Poux. Vous savez que beaucoup de personnes, enfin, beaucoup d'Auvillois s'interrogent sur la… Bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord avec cette décision. Je voudrais savoir où vous en êtes de votre réflexion sur la réouverture du marché, puisque cela préoccupe un certain nombre d'Auvillois qui sont très, très attachés à leur marché. Est-ce que ça peut se faire par étapes? Est-ce que la rue Carnot pourrait accueillir l'ensemble par exemple, des commerçants de fruits et légumes en laissant les halles pour les produits qui nécessitent une réfrigération? Est-ce que vous pouvez dire où vous en êtes de la réflexion et de la concertation que vous avez avec les commerçants? Je vous remercie. Alors, il y a deux choses qui nous animent. C'est effectivement, comme vous, c'est que ce marché pour lequel on a travaillé de longues années pour qu'il soit aussi performant, c'était déjà un beau marché, mais rappelez-vous qu'on a remis la halle aux normes européennes et qu'on a fait les travaux en étant les premiers à faire ce type de travaux, ça a permis effectivement de redonner une nouvelle dimension à ce marché qui est un des plus beaux de la région. Nous avons donc d'abord regardé ce qui se passait dans les autres villes et je ne regrette pas, et là on ne pourra pas m'accuser de faire quelque chose de démago, je ne regrette pas d'avoir fermé le marché très rapidement à partir du moment où j'avais été choqué qu'on n'ait pas pris les bonnes dispositions très rapidement quand Covid-19, on a su que le Covid-19, que la pandémie allait traverser notre pays. Ceci étant, c'est vrai qu'entre-temps, les commerçants ont pris des habitudes pour certains de livrer, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Nous avons donc fait une visioconférence où il y avait près de 60, plus de 50 commerçants en tout cas, si j'ai une bonne mémoire, peut-être 58, mais enfin, bon, peu importe. Il y avait un nombre significatif puisqu'il y avait la moitié des commerçants traditionnels du marché en visioconférence. Il est évident qu'eux ont tous des expériences et je me suis appuyé sur ce qu'ils m'ont dit. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'effectivement, ils avaient tous envie d'un retour à la normale, ce qui est malheureusement pas très possible et ils en ont conscience. Et on a fait un questionnaire pour leur demander comment ils voyaient les choses et ce questionnaire qui a commencé à être analysé et puis en même temps les expériences, c'est-à-dire il n'y a pas une expérience de marché réussi sans que ce soit un marché dégradé. Un marché dégradé par le nombre de participants, un marché dégradé avec des queues qui ont été jusqu'à 1 km dans certains endroits, des marchés dégradés parce que quand la queue est aussi longue, les commerçants, les clients sont tellement déçus qu'ils partent vers d'autres lieux et c'est pas ce qu'on recherche. Et puis des commerçants qui se disent, j'ai pas fait ma journée puisqu'il y avait trop de personnes qui rentraient. Il y a des endroits où on faisait rentrer 15 par 15, il y a d'autres endroits. Alors, on a regardé l'ensemble et on est arrivé à un constat sans avoir exactement tous les détails de cette ouverture. On espère rouvrir le marché en test le 23 mai, sauf si effectivement, en termes de pandémie, il n'y avait pas quelque chose qui nous y empêche. Pour pouvoir à la fois préserver ce marché et le faire démarrer dans les meilleures conditions. Donc l'idée, dans un premier temps, serait de l'ouvrir à l'alimentaire. Les allées dans ce marché ne sont pas assez larges pour recevoir le flux parce que les vitrines réfrigérées, certaines sont pratiquement en face l'une de l'autre. Donc le problème de mettre des gens dans la rue, l'alimentaire, ne réglerait pas le problème, exigerait en même temps, j'allais dire, des structures que nous n'avons pas forcément et que n'ont pas forcément les commerçants, puisqu'à 80% l'alimentaire est plutôt sous la halle et avec des aménagements en fixe. Donc ça posait un problème. Donc l'idée, mais je dis bien, je donne des informations qui demandent d'être affinées et discutées avec les commerçants. L'idée de travailler sur un certain nombre de sujets. Est-ce que par exemple, le fait d'étendre les horaires du marché permettrait une meilleure régulation en ce qui concerne le public?
Est-ce que le fait de faire la queue pour rentrer au marché, puisque de toute façon, ce serait le même principe que les supermarchés, et le vrai supermarché, c'est bien celui que l'on aime tous, serait d'avoir un endroit qui soit apaisé et qui ne pose pas de problème de sécurité. Or, nous, on a pensé sur les 3 rues qui arrivent sur le marché ou en centre-ville, la rue Gabriel-Péry, il n'en est pas question, la rue qui part de la place du 14 juillet, faut laisser l'accès aux véhicules, quelques véhicules de stationnement, de même que le parking qui est à côté de la mairie. La rue Schellcher nous semblait être le bon endroit pour faire la queue. C'est-à-dire que d'un côté du trottoir, il n'y a aucune boutique. Et à ce moment-là, le principe est très simple, la queue se fait sur le côté du trottoir qui est côté poste, dans la rue Schellcher, et les gens qui viennent de part et d'autre, des 2 parkings, arrivent, puisqu'on couperait la rue Carnot en 2, arrivent à cet endroit, vont rejoindre la queue, mais pas sur le même trottoir, sur le trottoir d'en face, et ainsi, bon, je vous parle pas de tous les détails, le principe c'est de faire rentrer avec ce qui nous sera autorisé, 100, 150, peut-être 200, mais que les gens ne se croisent pas. C'est-à-dire qu'il y aura 3 entrées et de l'autre côté, il y aura 3 sorties. Donc, et avec quand vous prenez une allée, si vous devez faire une course de l'autre côté, vous ne serez pas obligé d'aller au bout. Les voies transversales seront 1 sur 2 dans un sens ou dans l'autre. Donc, vous pourrez, j'allais dire, mais il n'y aura pas de marche en arrière pour les personnes. Donc, vous pourrez assez rapidement faire le marché et la sortie se ferait devant la mairie où la rue serait bien sûr barrée et sécurisée. Elle serait barrée et sécurisée tout en laissant l'accès au crédit mutuel, tout en laissant le passage qui est à côté du conservatoire dans un sens. Donc, on est en train de mettre ça en place avec les services. J'ai encore une réunion cet après-midi. Vous êtes le conseil municipal, je vous en donne la primeur des voies sur lesquelles on travaille pour ouvrir ce marché. Et en même temps, je dois me retourner vers les commerçants du marché en espérant que ces solutions leur agréent. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Maintenant, commencer plus tôt. Alors, il y a eu un questionnaire qui a été déposé chez les commerçants suite à la première visioconférence. C'est pour ça que on va voir comment ça va se passer. Et l'idée serait de mettre commencer par les alimentaires et de mettre tous les alimentaires sous la halle. Monsieur le maire? Oui, monsieur Hugo. Oui, donc concernant la réouverture, est-ce qu'il y aura une distribution de gel, de masques? Est-ce que le masque est obligatoire sous la halle? Oui, vous avez raison quand je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez raison, c'est quand même un élément important. Il faudra qu'effectivement la sécurité soit respectée, la sécurité sanitaire. Et la sécurité sanitaire, je le rappelle, quand quelqu'un ne veut pas porter de masque et que les autres portent un masque dans un endroit public où effectivement, même en faisant que dans un sens, il risque d'y avoir des risques pour les autres, celui qui ne porte pas le masque, en fin de compte, il admet que les autres portent le masque pour le protéger. Donc, on exigera un masque. Oui, effectivement. Effectivement. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, et depuis le début d'ailleurs, vous le savez très bien, hein, le docteur Maigret m'avait fait un petit mot dans ce sens, et dès le début, on a fait partie de ceux qui ont dit il faut se protéger, prendre un masque, même de fortune, c'est mieux que rien. 2 masques de fortune l'un en face de l'autre, c'est bien mieux que d'être en contact direct. Donc, monsieur Hugo, oui, on le fera. D'autant qu'au fur et à mesure, vous savez, je crois qu'à un moment, le temps n'est ni à la polémique, mais à l'action et à la protection de nos populations. Mais je vous dirai un petit peu la façon dont on récupère 5 litres de gel hydroalcoolique à droite, 100 litres à gauche, comment on attend les arrivées chez certains commerçants, comment on fait jouer tous les relais pour petit à petit avoir ce qui est nécessaire pour la protection essentielle.
D'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour vous dire qu'en ce qui concerne l'ouverture des écoles, Madame comment dirais-je, la conseillère pédagogique a envoyé un mot de félicitation soulignant qu'on avait fait plus que le minimum en ce qui concerne les écoles scolaires. Elle a eu l'amabilité de m'envoyer ce mot ce matin pour faire taire la rumeur par laquelle il manquait et que chacun des groupes n'avait pas son gel, sachant que le gel, je le rappelle, doit être utilisé par les adultes et pas par les enfants. Bon, c'est les règles sanitaires qui sont indiquées, c'est pas moi qui le fais, mais en tout cas, chacun avait le matériel pour le faire. Je vais arrêter sur l'école, on va revenir sur les activités économiques et le marché. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui, Madame Bellala. Oui, je me permettrai juste une remarque sur le port du masque. Alors, il n'est bien sûr pas du tout question que je remette en cause ce que vous venez de dire sur le port du masque, hein, ce qui est dit de plus en plus par les spécialistes, etc. Les virologues, infectiologues, les médecins éminents, professeurs, etc. J'aurais juste, en plus, Madame Poux et moi, nous sommes associés aux distributions de masques qui ont été faites à la population. Et je voudrais aussi dire que moi, à titre personnel, je me rendrai disponible quand on fera le boitage des masques anti-tissu dans mon quartier. Simplement, je voudrais juste dire, justement, puisque j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes de la ville sur le port du masque, il y a quand même beaucoup de pédagogie à faire parce qu'il y a des gens qui le portent mal. J'ai quand même rencontré des personnes qui mettaient un masque FFP2 juste comme un filtre à café posé sur leur nez, donc autant leur expliquer que ça ne servait à rien. Voilà, ils ne comprennent pas bien les gestes, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait de la pédagogie. Et puis, peut-être dire quand même que ça remplace les barrières. Un masque, bien sûr, ça va devenir indispensable, ça l'est de plus en plus dans les endroits, dans les transports en commun. Aujourd'hui, on ne peut plus les prendre si on n'a pas de masque. Mais peut-être dire que ça ne remplace pas les gestes barrières et qu'il y a quand même des conditions dans lesquelles il faut les porter pour que ce soit efficace. Je me permets juste de le dire, parce qu'on voit des choses, on entend des choses. Par exemple, je dis juste un truc, excusez-moi, c'est trivial pour vous, mais il y a des femmes qui expliquent comment se maquiller en portant un masque, alors qu'il est formellement déconseillé de se maquiller parce que ça souille le masque et ça peut le rendre très vite totalement inefficace. Je me permettais juste la remarque. Je vous remercie. Je vais vous rassurer, Madame Bellala, un clin d'œil de temps en temps. Je vous assure, quand je porte le masque, je ne me maquille pas. Mais plus sérieusement, vous avez raison, il y a des gestes élémentaires à faire. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je vais donc faire voter ce point. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité? Je n'ai entendu personne. Votez contre. Monsieur Garnier, toujours dans le même état d'esprit, les locaux commerciaux. Oui, la ville est propriétaire de 3 biens à usage commercial situés 21, 25 et 25 bis rue Gabriel Péry. L'ordonnance numéro 2020-316 du 25 mars 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie du Covid-19 propose aux bailleurs de mettre en place un report ou un étalement des loyers dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré. Au regard de la crise sanitaire et économique que nous traversons, la commune souhaite apporter son soutien au tissu économique local. Il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'exonérer les loyers commerciaux des 3 boutiques 6, 21, 25 et 25 bis rue Gabriel Péry pour une durée de 3 mois. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, c'est-à-dire qu'il avait été demandé pour tous ceux qui louaient des locaux commerciaux, j'avais entendu, et puis en même temps, ça nous semblait normal, d'aider, de reporter. Et puis, je me suis aperçu que la solidarité entre commerçants faisait que les commerçants qui étaient fermés, dans certains cas, allaient aider les autres qui étaient ouverts. Donc, je trouvais que pour demander aux propriétaires privés de faire des efforts sur l'allocation de locaux commerciaux, que la ville qui était propriétaire de ces locaux commerciaux montre l'exemple.
et en même temps, c'est des personnes qui n'ont pas travaillé et ce sont des commerces qu'on est bien heureux d'avoir, mais qui ne font pas de profit extraordinaire. Il faut qu'ils gagnent leur vie et là, ils ne pouvaient pas gagner leur vie. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Modification des tarifs de la médiathèque, M. Gould. La médiathèque Jules Verne propose aux Auvillois jusqu'à aujourd'hui la gratuité sur l'ensemble des supports, quel que soit l'âge de l'usager, à l'exception de l'abonnement en DVD qui est de 15 € à l'année pour tout usager de plus de 26 ans. Ces droits d'emprunt portent un discours évidemment positif sur la nécessité d'inciter les enfants à fréquenter la médiathèque et de ne pas exclure les personnes les plus fragiles économiquement, mais il souligne aussi un rapport intrinsèque entre gratuité et facilité d'accès qui n'est pas appliqué à tous les supports. C'est pourquoi il est proposé qu'au 1er septembre 2020, le prêt de DVD puisse devenir gratuit pour l'ensemble des lecteurs, résidents et travailleurs sur le territoire de la CSGBS. Les autres tarifs restent inchangés. Voilà, la bibliothèque est complètement gratuite à Houille. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Juste de la part d'Annick Poux, bravo pour cette décision. Merci. Je m'associe à ces remerciements. Non, mais c'est vous qui allez le voter. Donc je vous remercie par avance. Puisque on est en train de travailler effectivement sur le déconfinement, la médiathèque, on est en train de travailler pour essayer de la rouvrir le 23 mai. Mais ça sera sur rendez-vous, les livres seront préparés, il y aura, le contact sera différent, mais vous retrouverez un contact avec la médiathèque. On est en train de travailler, on avait encore des réunions aujourd'hui avec l'adjoint, les services et la directrice des affaires culturelles et la directrice de la bibliothèque pour pouvoir préparer cette reprise. Et on va récupérer les livres qui seront mis en quarantaine dans une pièce et on prêtera les livres effectivement uniquement, ça sera fait uniquement sur rendez-vous. Donc ça sera peut-être un peu plus long, mais ça sera fait en toute sécurité, tant pour le personnel que pour, j'allais dire, les utilisateurs. Ça veut dire qu'on ne pénétrera pas dans la médiathèque? Non, pas dans un premier temps. Comme vous parlez du déconfinement, j'en profite pour vous poser la question de faire un point sur la distribution des masques. Monica Bellala l'a évoqué, il y a eu des distributions. Si vous pouviez, parce qu'on me pose la question justement sur la distribution des masques, comment ça se passe sur la ville de Houille? Tout le monde n'a pas lu les articles qui sont parus dans la presse. Merci. Alors d'abord, dès début avril, on a effectivement réagi et acheté un certain nombre de masques, sauf les masques tissus qui à l'époque, on ne les trouvait pas à moins de 5 à 7 €, ce qui était, et les masques, je vais dire, chirurgicaux qui étaient entre 6 et 10 centimes étaient passés à 1 €. On a réussi à trouver des masques à 63 centimes, 65 centimes hors taxe. Enfin, vous me pardonnerez si je me trompe de 2 centimes. Et on a donc commandé 50 000 masques. On avait, nous, une réserve de masques qui était encore valable, puisque c'était les masques PF2, là, les becs de canard, et qu'il y avait une distanciation avec le loup, et que tout le monde, sauf, et d'ailleurs ça avait été dit à la télé, disait que sur les dates de garantie des entreprises, eux, avaient donné une date, et ils ont intérêt à ce que le consommable tourne, de 4 ans ou de 5 ans, mais que ces masques étaient toujours, en termes de protection, étaient toujours valables. Et d'ailleurs, c'est le masque que je porte régulièrement quand je vais au contact. Donc, ces masques ont été distribués. Une partie était réservée pour notre personnel qui puisse accomplir ses missions en toute sécurité, et l'autre partie a été distribuée, y compris d'ailleurs, ces mêmes masques ont été distribués au personnel médical qui a travaillé au centre Sermeillère, entre autres,
Et puis, on a dépanné, puisqu'il y avait très peu de masques à l'époque, on a dépanné un certain nombre de personnes. Et puis, à la fin, il nous restait quand même quelques masques, 16 000, donc on avait distribué 20 à 30 000. Et là, je ne compte pas l'aide de la région, hein, puisque entre-temps, il y a eu 1000 masques par pharmacien, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Bon. Donc, une fois qu'on a eu la certitude quasi, on ne savait pas si ça allait être bloqué, mais on pensait qu'on ne serait pas bloqué, que les 50 000 masques arriveraient, on a distribué aux plus de 65 ans de façon… alors qu'on le faisait avant, mais on n'avait pas fait publicité. Quand les gens venaient en mairie, ils disaient « je n'ai pas réussi à trouver un masque et qu'une personne semblait en difficulté », on lui donnait. Donc, les 16 000 masques qui restaient, on les a distribués à 4 000 personnes. Et entre-temps, sur un espace de 2 jours, sont arrivés les 50 000 masques qui nous ont permis de redonner aux commerçants, de redonner, mais je vous rassure, c'est les distributions que vous connaissez, auxquelles vous avez participé avec les autres élus, chacun a permis cette distribution. Maintenant, on attend pour le 20 mai, donc est-ce que ça va être le 19, est-ce que ça va être le 21? En tout cas, pour le 20 mai, il semble avoir confirmation que les 40 000 premiers masques tissus vont arriver. Ces 40 000 masques, j'attends une deuxième confirmation, c'est qu'ils sont lavables à minima 25 ou 30 fois, mais il semblerait qu'il y ait une autorisation, mais là j'attends confirmation, de la DGA pour les laver 50 fois. Mais je dis, là on est en conseil municipal, c'est-à-dire je ne fais pas de rétention d'informations, mais dans l'esprit des gens, disons déjà pour 30 jours. La distribution, au départ, on avait dit, voilà, on va faire la distribution et tenir compte, j'allais dire, de la famille, du nombre de personnes qu'il y a dans les foyers. C'est très compliqué parce que, effectivement, pour les plus jeunes, ce n'est pas forcément conseillé, en tout cas, ces masques-là, masques adultes, ce ne serait pas forcément performant et ce n'est pas forcément conseillé. Donc, j'ai pris exemple sur tout ce qui a été fait à Nice, à droite, à gauche. Certains qui ont essayé de donner par rapport au livret de famille, ce que j'avais dit dans un premier temps, ça s'est révélé être une catastrophe. C'est le livret de famille, sauf à ne pas contrôler, donc ça sert pratiquement à rien. Par contre, il y a d'autres systèmes de distribution. C'était celui de dire, par boîte aux lettres, on en met 2. Donc là, absolument, tout le monde a un minimum de dépannage. Je rappelle que c'est simplement dans les premiers temps et on ne savait pas quelles seraient les difficultés, donc on a prévu, c'était de la prévision. J'espère que dans les jours et les semaines qui viennent, on pourra s'en procurer plus facilement et j'espère même que nos caisses de sécurité sociale prennent en compte le coût du masque qui est quand même, ça évite les coûts très chers, coûteux, non seulement financiers dans les hôpitaux, mais parfois au prix d'une vie humaine, donc j'espère que ça sera pris en charge. En attendant, je reviens sur les masques. Les masques, il y en aura 2 par foyer. Mais on va toucher les familles d'une autre façon. Pas par le livret de famille, mais comme lorsqu'il y a eu la reprise des affaires scolaires, on a dit aux enseignants qui n'étaient pas sûrs d'avoir leur masque, on met une petite réserve pour que l'ouverture des classes puisse se faire. On n'en a pas eu besoin pour l'instant. Il semblerait que peut-être ils vont nous demander un complément, mais ça reste tout à fait possible dans nos stocks. Une fois que ces 2 masques seront distribués, donc on refait le tour des bénévoles qui se sont signalés et pour lesquels on n'a pas eu beaucoup à interpeller puisque les choses se passaient bien avec les associations qui étaient déjà engagées, avec un certain nombre d'élus, bon. Là, on a fait un appel à tous les bénévoles. Alors, d'abord, sur la liste que l'on a, on demande s'ils ont pas repris le travail, s'ils sont disponibles, dans quel quartier ils sont. Et en fonction de ça, élus plus ces bénévoles, par groupe de 2, on ira faire la distribution des masques dans toutes les boîtes aux lettres. Les familles qui ont d'autres personnes à l'intérieur, en général, et ceux qui ont besoin de masques, c'est ados, les enfants qui vont au collège, les enfants qui vont au lycée. Donc ceux-là, c'est-à-dire, on gardera suffisamment de masques pour tous les jeunes qui vont au collège. Et ça pourra faire l'objet d'une autre distribution, soit avec l'aide des collèges, soit, enfin, ça on verra. À moins que le département, parce que c'est un peu
ça qui est difficile à gérer, à moins que le département, entre-temps, prenne à sa charge directement. À ce moment-là, on gardera ces masques pour continuer. De toute façon, il y en aura suffisamment, puisque après, il y a 70 000 masques qui doivent arriver fin juin, début juillet, qui permettront de prendre la relève. Et puis après, j'espère que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, pourra se débrouiller. La date de commande des masques n'est pas en relation directe avec la date de livraison. Parce que certains fournisseurs, en particulier ceux des 70 000 masques qui arrivent mi-juillet, ont été commandés avant les 40 000 qui vont nous arriver le 20 mai. Simplement parce qu'on a fait travailler une entreprise française, qu'on pensait que ça allait arriver plus tôt, que dans les masques qui étaient testés, c'était ceux qui avaient été testés par les sapeurs-pompiers, donc ils me paraissaient les plus performants et les plus sûrs. Sinon, autant encourager les gens à faire leurs masques eux-mêmes. Donc voilà, est-ce que c'était assez clair? J'étais un peu long, mais comme ça, on sait exactement ce qu'il en est. Donc les familles seront par d'autres biais. Et puis, ce qu'on a toujours fait, quand quelqu'un vient et justifie la demande de masque, on le fait. On en est ça va être la 4e distribution, je crois, la semaine prochaine, de masques de la région, où on distribue 8000 masques par 10 par personne de ceux qui prennent le train. Donc, sur l'ensemble des masques, à Houille, sur une durée relativement réduite, ça sera au total avec les masques de la région, les masques de la communauté d'agglomération, les masques de la ville, ce sera près de 300 000 masques, dont 150 000 en tissu. Sur le coût, maintenant, c'est quand même son importance, on était à 300 et quelques mille, 350 000, mais on a regardé les dates, on a regardé les règlements, on a regardé, etc. Je pense qu'on va refaire faire toutes les factures avec une TVA à 5% qui est arrivée après, j'allais dire, les commandes, mais ils n'étaient pas livrés et les factures, même faites, on va les faire refaire puisque c'est au moment de l'achat qu'on considère. Bon, donc on est à 300 000 et on espère sur les 300 000 que l'État, quelle que soit la date de commande, ne pénalisera pas les bons élèves et qu'on sera remboursé de la moitié. Mais de toute façon, au moment où on l'a fait, et je pense que vous auriez fait pareil à ma place, les questions d'argent étaient secondaires. On ne savait pas comment ça allait se dérouler, ça a l'air de mieux se passer, ça aurait pu au contraire être pire. En tout cas, on aurait été bien content d'avoir prévu ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a d'autres? Ok, merci. Donc tout ça à partir de la médiathèque, hein, on n'a pas voté. Ah, donc on va voter. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Goutte, modification des conditions générales de la vente de la billetterie informatisée de la grainerie. Alors c'est très simple, hein, vous le savez, la ville propose une billetterie en ligne des événements culturels. Cette billetterie est disponible sur le site de la grainerie. Elle est encadrée par des conditions générales de vente. Donc on va modifier ces conditions générales de vente parce qu'on va proposer la possibilité de disposer du paiement sans contact et sur la vente à distance par carte bancaire. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je n'ai entendu personne. Alors, 2 modifications de règlement. On va présenter les deux, hein, puisque c'est celle du règlement général de l'atelier 12 et du conservatoire de musique et de danse de Houille. Alors, tout à fait. Bon, il s'agit de permettre des inscriptions dans ces 2 établissements en ligne et de pouvoir utiliser, de se réinscrire, de s'inscrire et de régler les cotisations en ligne sur le support qu'on utilise déjà sur la collectivité qui s'appelle Duonet. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Je vous remercie pour la modification du conservateur de musique et de danse Houille. Pour l'atelier 12, je vais passer au vote. Qui est contre?
abstention, unanimité également. Le point d'après est classique, demande de remise gracieuse. Voilà, c'est une remise de 265 € pour une personne qui, pour des raisons de mutation, n'a pas pu suivre les cours. D'accord. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? De l'atelier 12, pardon. Oui. Oui. Un petit mot, on est en train de travailler aussi sur les reprises de cours. Je voudrais remercier les enseignants qui ont continué via les réseaux à travailler avec leurs élèves. On pense sur les activités culturelles. Il y a, en termes de cours, je ne parle pas là du conservatoire, ça sera l'objet des autres précisions, mais en l'état de connaissance aujourd'hui, je pense que sur les 24 activités qui sont proposées, 18 vont pouvoir reprendre relativement rapidement. Donc là, c'est pareil, c'est pas vouer une information, les personnes n'appellent pas tout de suite, qu'on mette en place les choses dans le temps, mais là, d'ici la fin du mois, il y a beaucoup de choses qui vont repartir. Voilà, je voulais remercier aussi l'ensemble des services qui travaillent sur ces dossiers. Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Abstention pour à l'unanimité. Et on va finir sur les deux derniers points avec M. Leclerc. Donc, on va d'abord parler de l'avenant numéro 2 pour la prorogation de convention foncière entre la SNCF et la Ville de Houille. Bonsoir à tous. Écoutez, à peu près tout est dans le titre, puisqu'il s'agit voilà, effectivement d'une convention foncière à prolonger entre la SNCF et la Ville de Houille. Ce qui est peut-être un tout petit peu moins évident, et je pense que tout le monde ne le sait pas, c'est que le parc relais SNCF qui se trouve donc, au niveau de la gare a été construit sur un terrain qui n'appartenait pas à la ville. Et donc, ça a été autorisé par une convention signée entre la SNCF et la ville en 1988, convention qui autorisait donc cette construction pour une durée d'utilisation de 30 ans maximum à compter de la réalisation, ce qui veut dire que à partir du mois de juillet de cette année, cette convention arrive à son terme et que le parking de la gare devrait redevenir propriété de la SNCF. Alors, des négociations ont été entreprises avec la SNCF justement pour que la ville, qui a compté parmi les principaux financeurs de cette construction, puisse récupérer ce parc et continuer son exploitation dans les conditions actuelles. Toutes ces tractations et ces préparations notariées demandent un petit peu de temps et c'est pour ces raisons que nous vous proposons de chercher à prolonger cette convention d'un an, donc jusqu'en juillet 2021, par un avenant à la convention originelle. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Oui, M. Legault. Je vois que la prolongation, un an, c'est une prolongation de 1 an. Et en fait, je ne comprends pas très bien pourquoi c'est pas plus. C'est pas, pardon? Pas plus, pourquoi c'est pas plus longtemps si on cherche à garder l'exploitation 2021, c'est demain, quoi. En fait, c'est pour avoir le temps de conduire à leur terme les procédures administratives de régularisation notariée des négociations qui ont eu lieu entre la SNCF et la ville. Voilà. Depuis un certain nombre de mois maintenant, mais le temps est parfois long pour certaines affaires foncières complexes, il y a un accord de principe qui a été négocié sur le fait de ne pas avoir à racheter ce parking à la SNCF, puisqu'à l'origine, quand elle l'a mis à disposition, il était nu et que ce n'est pas la SNCF qui a payé sa réalisation. On a eu de longues négociations par lesquelles on a réussi à faire acter le principe que ce qui a régularisé, c'est un terrain. Donc, nous avons des accords, j'allais dire informels. Les interlocuteurs sont d'accord, mais il y a toute la chaîne notariée et les services juridiques et fonciers de la SNCF à faire intervenir pour que tout ça puisse se concrétiser chez le notaire. Donc, c'est une question de temps. Voilà, il n'y a pas d'autre conseil municipal, je crois, qui est prévu. C'est un petit peu compliqué d'ici le mois de juillet, qui est le terme de la convention. Et il y a des délais de recours sur ce genre d'actes. Donc, par précaution, le conseil est invité à prendre la délibération ce soir. D'accord. Pour qu'on ne se retrouve pas, pour des raisons de
manque de disponibilité d'interlocuteurs qui pourrait aussi arriver. Hein. On peut juste rappeler que les acteurs de la SNCF sont pas mal occupés par quelques priorités de reprise d'activité ces temps-ci. Ça serait dommage qu'on se retrouve dépossédé de ce parc, tout simplement, faute d'interlocuteurs disponibles dans les temps administratifs nécessaires. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer après 2021, vu que la convention se poursuit d'un an? Je n'arrive pas à me projeter. L'idée, en fait, serait que la ville en reprenne possession. Pour compléter l'historique, il y a ce parc relais qui a été construit sur un terrain qui appartenait à la SNCF, et on va dire échange de bons procédés. À l'inverse, il y a un bâtiment qui est exploité par la SNCF, qui est le bâtiment voyageur de la gare, côté Place Malraux, qui lui est construit sur des terrains qui n'appartenaient pas à la SNCF. Donc il y a tout simplement une négociation pour qu'on rééchange nos terrains et que chacun soit chez lui et continue à exploiter dans des conditions normales. Donc on est sur une négociation non pas d'acquisition, mais de régularisation de choses qui auraient pu être faites au moment où les opérations ont été laissées les unes et les autres dans l'urgence. D'accord. Merci. Oui, Grégory a raison. Hein, c'est-à-dire que normalement, on aurait dû redonner ce parking à la SNCF. Donc, on a profité, nous, d'avoir fait une négociation en son temps pour récupérer ces terrains où ils ont construit la gare. Donc, s'ils ne nous rendent pas le parking, c'est nous qui allons faire payer les... On va faire payer les passagers à l'entrée dans la gare. Un péage. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Abstention? Pour? À l'unanimité. Le dernier point, toujours dans l'esprit de la relance économique, taxe locale sur la publicité extérieure, monsieur. C'est ça. Une délibération qui vous est proposée, qui est dans le même esprit que celle de tout à l'heure, qui était relative à des exonérations de loyer. Nous avons le droit exceptionnellement, à travers une des ordonnances qui ont été prises, celle-ci est du mois d'avril, de renoncer pour cette année en tout ou partie à la taxe sur la publicité extérieure qui est instituée en ville et qui réglemente toutes les enseignes commerciales. Donc voilà, l'ordonnance nous autorise une remise sur la taxe de cette année uniquement, qui peut aller entre 10 et 100%, et ce que propose la commune, c'est d'abandonner cette taxe pour cette année, donc sur un abattement de 100% pour l'ensemble des redevables de la taxe. Voilà, c'est un geste qui permet d'envoyer un petit signal pour aider nos activités économiques, quelles qu'elles soient, à se maintenir sur le territoire. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui, Madame Bellala. Oui, Monsieur Leclerc, dans sa présentation, n'a pas du tout évoqué le fait qu'il y ait des conditions pour ces aides. Je rappelle que les deux délibérations précédentes, il s'agissait d'aider les commerçants du marché et puis les commerçants qui sont dans les locaux commerciaux sont rue Gabriel Péri. Donc c'était quand même, voilà, on avait bien ciblé les aides et on les a votées, bien sûr. Là, c'est un peu différent et je voudrais juste comprendre, pardon de le rappeler, toutes les activités n'ont pas été frappées de la même façon dans notre commune. Je ne sais pas, par exemple, si ces allègements-là, enfin cet abattement, ça concernerait aussi de la grande distribution? Oui, ça concerne tout le monde. Alors, on n'est pas sur une délibération qui touche au commerce, comme on l'a fait tout à l'heure. Ouais. La taxe locale sur la publicité extérieure, ça touche au code de l'environnement. Donc, on n'est pas en appréciation de l'activité. Hein, c'est une fiscalité qui est là pour limiter les enseignes. Elle est là pour ça. Donc, on est dans un cadre qui est encadré par la loi, qui est tout le monde ou personne. Vous l'avez, hein, c'est inscrit dans la délibération et dans le rapport de présentation. Mal compris, ouais. Vous avez un extrait du texte qui précise que ça doit être le même taux pour tous les redevables. Alors, si je devais vous rassurer, je préciserai quand même, puisqu'on a parlé d'un geste, qu'on est sur une masse financière pour l'ensemble de tous les redevables de la ville qui avoisine les 60 000 €. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui pourrait être considéré comme un énorme cadeau fiscal qui serait accordé aux uns ou aux autres, mais de toute façon, nous ne sommes pas en droit de discriminer cette aide. Voilà. Et on est sur une somme qui est, j'allais dire, modeste. C'est toujours pareil, hein, je la prends dans son ensemble et ramener à l'ensemble des activités de la ville, mais qui a sensiblement réduit au fil des années, puisque
l'objectif poursuivi par l'instauration de cette taxe a produit ses effets et un certain nombre de redevables ont fait les calculs et ont regardé quelles étaient les conditions de réduction de leur publicité visuelle pour pouvoir être exonérés de cette taxe, et c'est bel et bien dans cet esprit qu'elle a été instituée. Oui, moi, quand je regarde effectivement la liste, il y a 80 boutiques, je ne les ai pas comptées une par une, mais 70-80 à minima, et que dedans, il y a vraiment, la majorité, ce n'est pas les grandes surfaces, hein, c'est vraiment carrosserie, Kiloutou, Speedy, Action, ce ne sont pas des sociétés telles que décrites. Elles y sont, bien sûr, hein, je ne le cache pas, mais en plus, ce n'est pas forcément celles qui payent le plus. Et puis, le but, c'était de réduire la surface, notamment qui est considérée, quand elle est en grande quantité comme polluante, des panneaux publicitaires et des enseignes un peu trop voyantes, un peu trop tapageuses, et qui n'ajoutent pas et qui n'abîment pas, qui abîment le paysage, mais qui ne détériorent pas la qualité du service rendu. Donc là, sur l'ensemble, ça profite plutôt à des personnes qui ont dû fermer et pour lesquelles on peut faire un effort. La plupart des villes l'ont fait et on le propose. D'autant que cette taxe qui a été mise en œuvre il y a relativement peu de temps, des gens se sont découverts avec des taxes qu'ils ont eu du mal même à payer parce qu'ils ne l'avaient pas considéré dans leur budget, notamment à partir de 2016, si je ne me trompe pas, Grégory. C'est ça. Et donc, certains ont demandé un étalement. Donc, ce n'est pas au moment où, effectivement, ça va mal. En plus de ça, le but, c'est que là, de toute façon, il n'y a pas de nouvelles enseignes qui vont profiter de la gratuité d'un an. Ils n'ont pas le temps de réagir. Et l'année prochaine, on retaxe. Simplement, ça permettra, sur tous les retards de cette taxe, de pouvoir l'étaler. Et je vous dis, ça, à 90%, c'est plutôt des commerces de taille moyenne. Et on ne peut pas faire le distinguo, comme a dit Grégory. Oui, Madame Bellal. Vous avez coupé, voilà. C'est bon, pardon, merci. Oui, écoutez, je ne disais pas bien évidemment que ça ne concernait pas que la grande distribution, hein, c'était le début de mon intervention. Moi, à titre personnel, je regrette qu'on ne puisse pas faire le distinguo parce que je pense qu'on partage le fait qu'entre, encore une fois, je suis contre la grande distribution, moi-même j'ai fait mes achats, entre donc, la grande distribution qui, je pense, n'a pas, enfin, sur notre commune en tout cas, je ne pense pas qu'elle ait souffert, et puis des commerces, des entreprises qui ont eu 0 chiffre d'affaires sur la période. Voilà, moi je regrette simplement qu'on ne puisse pas faire de distinguo. Moi, par principe, je suis pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Mais écoutez, je comprends que la loi ne le permette pas dans ces conditions. Voilà, je voulais juste faire ce commentaire. Je vous remercie. Sur un autre point de vue, hein, mais qui n'engage que moi, il y a aussi ceux qui, comme vous le dites, ont été moins pénalisés puisqu'ils n'ont pas fermé, mais que très très probablement on a été ravis de trouver sur notre chemin, puisque heureusement quelques enseignes ont pu produire l'alimentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez les premières semaines où on parlait de grande pénurie sur certains produits de première nécessité. Parmi les enseignes de grande distribution qui sont ouvertes sur le territoire communal, on a pu compter dessus, et je crois savoir que pour beaucoup d'entre eux, il s'est dit qu'ils ont joué le jeu assez rapidement du filtrage des entrées, de rester ouverts et de chercher à réapprovisionner autant que possible. C'est-à-dire que d'un côté, on a ceux qui ont été pénalisés économiquement, puis on a ceux qui l'ont moins été, mais qui finalement, sur lesquels on a pu compter pour les Auvillois qui étaient en interdiction, comme tout le monde, de se déplacer, ou en tout cas restreints dans leur déplacement. Et certains, quand je regarde les montants, ont quelque part, ce n'était pas l'esprit, mais quand on offre 4000 masques, pratiquement, c'est le prix qu'on aurait acheté les masques pour certaines taxes. Et une autre grande surface a fourni régulièrement l'escale. Une autre, Génimat, qui fait partie des gros, a aidé aussi en termes de matériel gratuitement. Donc, c'est pas aussi négatif que ça. Ce qui a été d'un côté, je crois qu'une reconnaissance, une solidarité, il y aurait eu au moins un bon côté à cette pandémie, c'est effectivement un certain nombre de gestes qui ont été faits.
Mais Madame Bellala, effectivement, la loi ne le permet pas. Et plutôt que de pénaliser, j'allais dire, l'ensemble des commerces qui ont parfois du mal à vivre et qui là sont en difficulté, et effectivement, je crois que vous comprendrez et vous partagerez cette volonté de vouloir donner un coup de pouce. Oui, Madame Bellala. Écoutez, je voudrais juste faire une dernière remarque. Effectivement, vous avez raison, Monsieur Leclerc et vous-même, de souligner qu'évidemment, on a pu compter sur la grande distribution de notre commune en particulier. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les salariés. C'est les salariés aussi voilà, les salariés qui ont fait des efforts tout particuliers. Eux aussi au péril de leur santé, celle de leurs proches. Voilà. Et j'espère que les enseignes sauront faire preuve de reconnaissance vis-à-vis de leurs salariés. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie. Oui, c'est vrai, il ne faut pas dire non plus qu'on craint la mort dès qu'on va sortir, hein, sinon c'est mal parti de prôner le déconfinement. Mais vous avez raison, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle lors des interventions que je fais le mardi et le vendredi, après avoir remercié les professions médicales qui étaient au premier rang, j'ai remercié les pompiers, les personnes des grandes surfaces, le personnel communal, ceux qui au quotidien. D'ailleurs, il y a d'autres métiers qui ne font pas partie, puisqu'on a des contrats au nom de la collectivité, que ce soit côté d'agglo ou ville, mais les ordures, parce que c'est tellement simple de sortir la poubelle et de voir disparaître ce qu'on a rajouté, mais derrière, il y avait des personnes qui, en plus, en termes d'odeur, etc., font des métiers qui sont quand même particulièrement éprouvants, y compris. Mais vous avez raison de remercier toutes ces personnes. Madame Bellala. Je veux dire que justement, ces personnes que vous évoquez, effectivement, les personnes qui travaillent pour la collectivité, on avait l'occasion de les remercier dans notre tribune il y a 2 mois. Je vous remercie. C'était la page de pub. Merci beaucoup. Je vais lever la séance. Je vous souhaite à tous, pour vous et votre entourage, je ne l'ai pas fait voter, excusez-moi, j'étais sous le charme de Madame Bellala. Je vais donc demander à ce que l'on vote ce dernier point. Qui est contre? Abstention? Merci. Là, du coup, je lève la séance. Prenez soin de vous et des vôtres et portez un masque. Je crois qu'on se doit, nous, de montrer l'exemple. Merci, bonne soirée.